Excellence Magazine. Maître Deyimbia, bonjour. Bonjour Madame Cléopâtre. Alors vous êtes secrétaire technique de la plateforme Les Centres, plateforme politique chère à l'ex-vice-ministre de la formation professionnelle, Germain Kambinga. Effectivement. Est-ce que j'ai omis quelque chose de vous? Pas grand-chose. Je suis d'abord également secrétaire générale du Parti Liberté. Donc on commence d'abord par le parti. Je suis secrétaire générale du Parti Liberté et secrétaire technique, comme vous venez de le dire, du regroupement politique Le Centre. Je suis avocate au barreau du Congo central. Je suis également une femme des lettres. Voilà. Alors bienvenue dans Excellence Magazine. Comment se porte la plateforme Les Centres? Le centre se porte très bien. C'est vrai que nous avons connu des jours meilleurs. On s'est remis de notre échec en 2018. Parce que nous n'avons pas pu atteindre le seuil qui était à 185 000 voix. Nous avons eu 145 000 voix à la place, mais le centre se porte bien, nous existons toujours, nous continuons à contribuer au débat politique en RDC. Vous avez annoncé la reprise de vos activités, mais qu'est-ce qui était la base de ces moments de stop? Non, il n'y a pas eu de stop. C'est vrai que nous n'avions peu d'émissions télévisées, un peu comme vous et moi, mais nous avons continué à communiquer, à partager nos points de vue, nos idées, à travers nos communiqués de presse. Il y a 2 ou 3 semaines, nous avons fait un communiqué en rapport avec la situation de Goma, qui a même été signé par moi. Alors, en ces moments, où pouvons-nous situer les centres? Est-ce que les centres est au centre du FCC et de l'Union sacrée, ou encore comment? Le centre est au milieu de l'échiquier politique. Il peut avoir le FCC, il peut avoir l'Union sacrée, mais le centre est une 3e voie. C'est-à-dire que nous apportons une idée nouvelle, nous apportons des idées novatrices dans l'échiquier politique congolais. Donc le centre est là pour apporter un équilibre. Lorsque les extrêmes se cristallisent, lorsque les opinions se cristallisent, le centre est là pour donner une 3e voie, une idée nouvelle, décrisper la crise. Mais cette 3e voie est dans les FCC, parce que vous étiez dans les FCC, ou vous êtes encore, ça je ne sais pas, c'est à vous de confirmer. Le FCC, effectivement, est notre partenaire. Donc il est de coutume que les regroupements politiques puissent faire des alliances. À l'époque, lorsque nous avons signé la charte du Front commun pour le Congo, nous avions vu que les idées du centre concordaient avec celles du FCC et nous avons été avec le FCC pour concrétiser notre vision. Et actuellement, vos visions avec le FCC corroborent ou pas? Toujours, parce que nous sommes toujours membres du FCC. Même si pour le moment le FCC est dans une dynamique de refondation, de restructuration, mais jusque-là nous sommes dans la même vision que le Front commun. Un avis que vous partagez? Oui. L'actualité, c'est la situation humanitaire à Goma après cette catastrophe naturelle due à l'éruption volcanique du 22 mai dernier, qui a causé un déplacement massif de population. Mais comment analysez-vous l'implication et la gestion du gouvernement par rapport à ces catastrophes? D'abord, je tiens à exprimer toute ma compassion envers la population de Goma, qui a beaucoup souffert avec la guerre, ensuite cette menace de l'éruption volcanique. Alors, le gouvernement accompagne tant bien que mal. Le Premier ministre était à Goma, il a promis des choses. Nous avons suivi aux informations qu'il y avait un petit accompagnement qui avait déjà commencé. Donc à ce moment, on ne peut pas estimer ou évaluer l'accompagnement du gouvernement. Il était accompagné bien sûr d'une forte délégation des membres du gouvernement et c'est déjà une volonté de bien faire les choses, c'est déjà une façon d'assister. Vous savez, nous sommes africains, lorsque un oncle ou un membre de la famille perd quelqu'un, lorsque nous arrivons au deuil, parfois on emmène d'abord notre présence avant d'apporter un soutien financier ou autre chose. Alors, que fait les centres ou qu'est-ce qu'a fait les centres ou prévoit faire les centres par rapport à cette catastrophe naturelle? Le centre, il y a 2 semaines, comme je l'ai dit au début, le centre a rédigé un communiqué en rapport avec la situation humanitaire et sécuritaire de Goma. Et le centre a exhorté le gouvernement à accompagner les victimes. Vous savez, le centre a des moyens limités. Si nous étions un regroupement caritatif, je pense que nous aurions pu faire le déplacement pour Goma et même apporter plus de soutien matériel. Donc vous vous êtes arrêté simplement à ces communiqués-là en exhortant? On a exhorté, bien sûr, on a exhorté le gouvernement. Je pense que c'est grâce aussi à notre communiqué, je veux peut-être être ambitieuse de le dire, mais c'est aussi grâce à notre communiqué que le gouvernement a pu mettre une pierre à l'édifice de l'accompagnement de Goma. Alors parlons de la collecte
collecte de fonds, de dons, tout ça en rapport avec destiné aux sinistrés de Goma. Qu'est-ce que le centre propose pour que ces fonds soient canalisés afin d'éviter les détournements de ces dons qu'on observe déjà d'ailleurs? Alors, le centre exhorte d'abord les autorités locaux, donc les personnes qui sont en charge à Goma, les personnes qui récoltent ces dons, d'avoir un cœur compatissant. Pour ne pas détourner, il faut qu'il y ait aussi un suivi. Moi, j'exhorte par exemple qu'il y ait un comité de suivi pour l'accompagnement de ces dons qui ont été faits à Goma. Vous exhortez au nom du centre? Oui. Ou c'est une idée personnelle? Bon, au nom du centre, parce que je parle au nom du centre. Le chef de l'État a prorogé l'état de siège dans 2 provinces, à savoir l'Ituri et le Nord Kivu. Mais comment déjà analysez-vous les 30 premiers jours de cet état de siège? Oui, madame, nous nous référons d'abord à l'actualité du pays. Ce matin, j'ai suivi sur une radio de la place, sans vouloir faire de publicité, qu'il y avait certains milices qui ont reculé. Donc, si ça apporte une avancée significative, nous, on loue cette initiative. Parce que en prenant la résolution de décréter un état de siège, c'était pour apporter une solution pérenne à l'insécurité qui se vit à l'est du pays. Il y a même le porte-parole du gouvernement qui a dit qu'il y avait des progrès, il y a de la volonté pour mettre fin définitivement à ces scènes de massacre qu'on observe depuis une vingtaine d'années. Donc vous estimez que c'était une bonne option prise par le gouvernement pour finalement mettre fin à ces massacres? Je pense que oui, parce que cette décision n'a pas été prise à la va-vite. C'est une décision qui a été mûrement réfléchie, à mon entendement, pour décréter l'état de siège. Vous dites que c'était... D'autant plus que l'Assemblée nationale aussi a validé. Vous dites que c'était une idée mûrie, oui, mais à voir ce qui s'est fait sur terrain. Le gouvernement a mis par exemple à la disposition du ministre de la Défense des fonds à quelques jours de la fin de ces 30 jours. Pensez-vous que cette opération a souffert de son application? Bon, il y a une logique budgétaire du cheminement de sortie d'argent, par exemple des fonds du Trésor public, que je ne saurais pas expliquer avec exactitude parce que je ne suis pas économiste, mais avec ma petite connaissance générale que j'ai, il y a toute une procédure avant que les frais soient décaissés. Donc je pense que comme il y a eu la volonté, les frais ont été décaissés, donc on fait avec les moyens de bord. Mais est-ce qu'il y a des points positifs selon vous, selon les centres de cette opération? L'opération de... L'état des sièges dans le nord. Bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure que si certains groupes rebelles commencent à reculer, que l'Est du pays commence à retrouver petit à petit sa paix, c'est déjà quelque chose de positif. Donc le centre soutient l'option prise par le chef de l'État. Effectivement. Pensez-vous que c'était la meilleure option pour éradiquer, j'insiste encore, ces massacres à Béni? Bon, vous savez, l'intégrité du territoire était fortement menacée à l'Est. Ça fait des années que nos frères, nos sœurs, nos compatriotes pleurent pour l'insécurité. Nous avons vu des vidéos, des vidéos très choquantes qui font mal. En tant que femme, en tant que maman, c'était des vidéos que je ne pouvais pas revoir une seconde fois. C'est avec la succession de ces effets malheureux qu'on a eu à prendre cette décision. Si on se réfère à l'article de la Constitution qui parle de l'état d'urgence et de l'état de siège, c'est lorsque l'intégrité est fortement menacée. Et toutes les conditions étaient là pour décréter l'état de siège. Le chef de l'État a sollicité du Parlement de voter au moment opportun la loi d'habilitation pour poursuivre ces actions dans le Nord Kivu et l'Ituri. Partagez-vous cet avis? Si ces avancées ne sont pas à la hauteur de la crise ou à la hauteur de l'insécurité à l'Est, il est tout à fait normal de prolonger l'état de siège. Le chef de l'État a évoqué cette question de la crise sanitaire pour ne pas réunir les parlementaires à tout moment. Donc cette loi permettrait à chaque fois de proroger le jour pour que cette action arrive ou aboutisse. Madame, l'urgence à l'Est est telle que 6 mois, même une année, si c'est pour mettre fin définitivement à la guerre, à l'insécurité, je pense que le peuple congolais va marcher.
il va se mettre d'accord pour prolonger encore et encore. Parce que ça ne freine en rien l'évolution du pays. Au contraire, ça contribue au développement et à la sécurité. D'un point à un autre, la loi portant l'organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante à l'Assemblée nationale a suscité de vives réactions au sein de la classe politique, notamment l'opposition, l'Église du Christ au Congo, les G13. Mais quelle est la position du centre par rapport à cette première étape déjà ? Bon, déjà, la volonté de vouloir améliorer des choses, même si elle est infime, moi je la soutiens. C'est vrai que cette loi devrait être, la loi de la CENI devait être dépolitisée, mais ce n'est pas ce qui a été fait malheureusement. Mais le côté positif que je retiens de cette loi, c'est que les personnes qui seront à la tête de la CENI pourront être justiciables. Parce qu'avec l'ancienne loi, ils n'avaient de compte à rendre à personne. Et pour moi, c'est une innovation. Oui. Mais qu'est-ce que vous entendez par dépolitisation ? Comment la répartition des postes se fait. Ce n'est pas parce que j'appartiens à X groupe politique, ce n'est pas parce que nous pesons que nous devons apporter notre veto pour avoir la présidence de la CENI. Il faut que ce soit des personnes neutres. Donc selon moi, je considère qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de personnes neutres que des politiques pour la répartition des postes. Donc vous aurez souhaité par exemple qu'il y ait équité dans la répartition de ces postes au sein du bureau comme l'a souhaité les G13 ou réduire carrément s'il y a par exemple comme il y a 7 postes au sein du bureau, donner par exemple 2 à la majorité. Moi 3. Je voudrais par exemple que lorsqu'on voit la composition de la CENI, qu'on puisse voir des nouveaux visages, qu'on ne les attribue pas directement à une appartenance politique. C'est-à-dire lorsqu'on vous voit, par exemple, vous, Madame Cléopâtre, représentante de la CENI, on sait voir que c'est Madame du centre, du Front commun pour le Congo, etc. Il faudrait que ce soit des personnes neutres qui pourront proposer une nouvelle idée des élections. Vous pensez que la neutralité est facile ? Pardon ? Les personnes neutres que vous souhaitez, c'est facile à trouver ? Même ceux de la société civile ont des accointances aussi. Non, mais ce sera justement ça le rôle de l'Assemblée nationale et des personnes qui sont habilitées à nommer ces personnes à la CENI pour pouvoir étudier, examiner les personnes, les candidats par exemple, ou les personnes à placer à la tête de la CENI ou à la composition du bureau de la CENI. Alors la proposition de loi telle qu'écrite par Christophe Lutundu a subi de modifications profondes. Certains observateurs dénoncent la loi taillée sur mesure pour protéger les pouvoirs en place. Êtes-vous d'avis ? Le centre s'exprimera à ce sujet. Mais puisqu'on parle de réformes électorales, qu'est-ce que le centre propose pour améliorer, pour éviter la politisation par exemple de la CENI ? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, madame. Il faut qu'il y ait des personnes neutres. On peut choisir dans la société civile, par exemple, des personnes qui n'ont pas une tendance ou une accointance politique afin de pouvoir les mettre à la tête de la CENI et la composition du bureau de la CENI. Alors, cette loi qui a été examinée au premier degré à l'Assemblée nationale adoptée a été renvoyée au Sénat. Mais au cas où, par exemple, au Sénat, ils adoptaient tel qu'envoyé à l'Assemblée nationale, c'est là vous arrangerez, vous ? Bon, on va d'abord attendre la décision du Sénat avant de donner tout avis. Mais je pense que les législateurs ont le temps de mûrement réfléchir avant la validation d'une loi. Je pense que le Sénat, avant de valider la loi, le font de façon froide. Nous espérons que la bonne décision sera prise au niveau du Sénat. Qui va apporter justement un intérêt, qui sera meilleur pour la population. Au cas où ce n'est pas meilleur, que feriez-vous pour faire entendre votre voix ? Nous allons utiliser la presse, comme vous êtes là, nous allons utiliser tous les moyens que nous avons de communication pour interpeller la CENI. Le Sénat. Il y a encore un autre débat sur la proposition de loi de Noël Tchani, la congolité. Que pensent les centres à propos ? Je pense que cette loi est une forme de xénophobie déguisée. Parce que la loi sur la nationalité congolaise est claire. Il y a 4 façons de devenir congolais. Il y a l'option, l'adoption, le mariage, etc. Alors une personne qui renonce à son droit une personne qui renonce à sa nationalité d'origine pour devenir congolais,
Et quelques temps après, la personne mûrit des envies de devenir président de la République. Pourquoi devrons-nous empêcher cette personne à devenir, à postuler pour la candidature de la République? Et la même loi dit encore que lorsqu'on a la nationalité congolaise, on devient citoyen congolais. Qui est citoyen congolais? C'est lui qui jouit des droits civiques et politiques. J'entends par là une personne qui est peut-être, on va dire, malgache d'origine et congolais par naturalisation et postulé pour devenir président de la République. Et puis cette loi, en quoi elle fait avancer le développement du pays? Pourquoi on ne devrait pas réfléchir sur des lois, par exemple, sur la loi pénale? Elle devrait être modifiée. Il y a des choses qui devraient être au centre des réflexions des acteurs politiques. Ce genre de loi, c'est beaucoup plus pour des ambitions politiques. Alors, il faudrait réfléchir sur des lois, par exemple, qui pourront changer l'indicateur économique, améliorer l'appareil judiciaire, etc. Le chef de l'État a été clair là-dessus récemment lors de son rencontre avec les sénateurs. Il s'est exprimé à ces sujets. Est-ce que son avis a rencontré votre assentiment? Bon, ça rencontre mon assentiment parce que je ne suis pas pour la loi de M. Tchani sur la loi de la congolité. Des actions menées sur terrain par l'inspection générale des finances, jugées par certains comme pour de fins règlement de comptes politiques. D'autres saluent ces actions. Mais du côté du centre, comment évaluez-vous les actions de l'IGF? C'est son travail de pouvoir fouiller un peu dans les finances des entreprises publiques ou des services publics, des ministres, etc. Alors, concernant l'affaire qui brûle un peu sur toutes les langues, moi, je m'abstiens de faire un commentaire parce qu'il faut toute une procédure. L'IGF, il y a 2 ou 3 jours, a fait un communiqué pour dire qu'il n'a indexé personne. Je pense qu'il faut laisser l'IGF... Là, vous parlez de l'affaire carte Visa. Exactement. Il faut laisser l'IGF faire son travail calmement et être loin des sentiments parce que nous sommes un peu trop émotionnels. Dès que l'IGF mène une enquête, c'est déjà sur les réseaux sociaux, on en parle déjà aux informations. Je pense qu'il faut laisser la froideur à l'inspection générale des finances pour pouvoir mener à bien l'enquête. Parce que le socle d'un pays qui prospère, c'est un pays droit, sans corruption. S'il faudrait faire les bilans de son action, puisqu'il a une année presque, c'est 30 juin, il fera une année à la tête de cette structure. Quel bilan ferez-vous de lui? Ça fait une année qu'il est à la tête de cette structure. Il fait son travail. Hein. Il fait tant bien que mal comme il peut son travail. Je ne peux pas donner de bilan effectif parce que je ne suis pas habilitée à pouvoir attribuer des mérites ou à le juger. Mais les côtés négatifs de son action, c'est quoi, selon vous? Pour le moment, je n'ai pas vu de côté négatif. C'est juste l'ampleur des réseaux sociaux, cette espèce de... Mais cette ampleur vient d'où, selon vous? Non, ça vient de l'émotion des Congolais. Les Congolais sont très émotifs. Dès qu'il y a une enquête qui est diligentée pour X ou Y institution, c'est les gens qui commencent à spéculer sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça au fait qui impacte le travail de l'IGF. Très bien. Et comment les centres s'y préparent pour les élections de 2023? Le but de tout parti politique, c'est la conquête au pouvoir. Donc pour 2023, nous nous préparons, mais au fur et à mesure, nous allons vous dévoiler, vous allez voir les actions que nous allons commencer à poser pour 2023. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'activité précise allant dans les sens de la bataille électorale, non? Non, pas pour le moment. Nous continuons à faire de la politique, nous continuons à enrichir le débat politique. Et voilà, ça se limite là pour le moment. Pour le moment. Oui. Alors, il y a un de vos membres de la plateforme Le Centre, qui a été condamné. Il s'agit bien là de Ngoï Mulunda. N'a pas senti la présence ou l'implication du centre dans ces dossiers, genre intervenir, si pas pour soutenir un de ses membres. Mais pourquoi ces silences? Si, le centre a accompagné le pasteur Ngoï Mulunda
Le centre s'est exprimé à travers un communiqué. Le centre continue à avoir les voies et moyens, si c'est possible, de pouvoir peut-être être gracié, peut-être avoir une libération. Donc à ce sujet, le centre accompagne, mais c'est une cuisine interne. Nous ne pouvons pas dévoiler ça sur la place publique. 2023, il y aura des élections. Les centres va-t-il accompagner le FCC si jamais le FCC aura son candidat ou le centre pense avoir son candidat à lui aux élections présidentielles, bien sûr? Pour 2023, le centre vous fera part de ses propositions. Pour l'instant, vous les gardez pour vous? Exactement. Pour l'instant, on garde ça pour nous. Pour l'instant, la priorité, c'est le développement du pays. C'est l'intérêt supérieur de la nation. Parce que lorsqu'on parle tout le temps d'élections, on oublie les choses essentielles. Nous oublions le panier de la ménagère, nous oublions le taux d'échange, et tout, etc. Donc on se concentre d'abord sur les questions économiques de développement avant de parler de 2023. Mais en parlant de questions économiques ou de développement, qu'est-ce que vous faites exactement pour aider la population qui attend beaucoup de ces gouvernements, par exemple, pour que chacun ait la possibilité, par exemple, d'avoir un $10 la journée, $100, 200, avoir à manger facilement? Au niveau du parti, si je dois parler du parti de Liberté, nous avons ce genre de séances pour les personnes qui sont nos membres, par exemple. Nous avons des séances sur l'entrepreneuriat, nous avons des thématiques comme ça pour aider les gens à pouvoir se débrouiller, pour aider les gens à pouvoir investir, ne pas toujours attendre un travail. Et nous avons ce genre de programme. Le gouvernement, par l'entremise du ministre de la Santé, nous a informé de la 3e vague de la Covid-19. Qu'est-ce que le centre fait pour sensibiliser d'abord ses cadres, ses membres, et puis la population tout entière? La preuve, lorsque vous êtes arrivé, j'avais mon masque. Donc nous essayons de partager avec nos proches, avec nos militants, l'importance de respecter les gestes barrières, même dans nos communiqués. Nous allons continuer à sensibiliser. Alors je vais revenir rapidement sur une petite question. Vous êtes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il y a un gouverneur ici, il mène des actions, entre autres Kinshasa Bopeto. Comment évaluez-vous déjà cette action sur le plan sur Kinshasa? Kin Bopeto, c'est une initiative louable parce qu'il était temps que Kinshasa puisse redorer son blason avec tous les déchets qu'il y avait en route, etc. et vecteur même de plusieurs maladies. L'action Kin Bopeto, en tout cas moi quand je circule sur la route, je vois des cantonniers en train de mettre la propreté par-ci par-là. Donc pour moi, à ce niveau, Kin Bopeto essaye de satisfaire au mieux le Congolais. Kin Bopeto va très bien? Je ne sais pas si Kin Bopeto va très bien parce que je ne suis pas membre de l'organisation, mais de ce que je vois en tant que citoyenne, en tant que quinoise, les artères que moi j'emprunte, je trouve que la ville est assez propre. Voilà. On me signale que nous sommes pratiquement arrivés à la fin d'Excellence Magazine. Votre mot de la fin sera dit en une de langue nationale. Ah, ok. Parfait. Bana Congo, Bana Kinshasa, napesibino merci mingi pour soutenir le centre. Napesibino merci pour na kozala préoccupé na makambo etalimboka. Alors na sengipe na bakondi mboka ba soit vraiment na mutema problème oyo ya Goma parce que un adage dit ceux qui lit ce zobela ikole kozala bien te donc to sengi Congo ezala na bomoko. To sengipe ba partenaires internationaux comme nationaux, ba to oyo bazana moi makasa pour pouvoir renforcer action et gouvernement na Goma. Voilà, merci. Voilà, c'était un réel plaisir de vous recevoir dans Excellence Magazine. Nous espérons vous revoir très prochainement pour parler d'autres questions d'actualité. Ok, merci madame. Excellence Magazine. Ce numéro d'Excellence Magazine est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. Au revoir. Excellence Magazine. Excellence Magazine.